Chapitre 5. Le presbytère n'a rien perdu de son charme. Quelques jours plus tard, nous revîmes Frédéric Larsan au château du Glandier. Il semblait un peu secoué, car il avait assisté à l'interrogatoire de M. Stangerson, dont le visage était marqué par une souffrance indicible. Il nous raconta combien le pauvre homme se désespérait de n'avoir pu aider sa fille, alors qu'elle se faisait agresser pratiquement sous ses yeux. Enfin, il nous fit part du témoignage des concierges, qui avaient déclaré s'être réveillés au second coup de feu tiré par Mademoiselle Stangerson. « C'est d'ailleurs, nous dit-il, ce qui a valu leur arrestation. En effet, comment les croire? Ils auraient dû être un peu débraillés, mais ils étaient au contraire tout habillés. Ils n'auraient pas eu le temps d'enfiler cape, bas et vêtements. Quant à monsieur Robert Darzac, lui, il est dans de sales draps. Il semble que Mademoiselle Stangerson ne voulait plus l'épouser. » Ah ça, fit Rouletabille, c'est encore plus idiot. Darzac n'est pour rien dans cette histoire. Je pense au contraire que l'un des mobiles de l'agression est le vol. Le voleur s'est introduit dans le pavillon l'après-midi, puis il s'est caché. On peut supposer alors qu'il s'est glissé sous le lit de Mademoiselle Stangerson, car j'y ai vu des traces de son corps sur le plancher. Cela signifie aussi que le voleur ne voulait pas seulement dérober quelque chose, mais qu'il était venu pour une autre raison. Mais cela ne nous dit pas comment cet homme est sorti de la chambre jaune, fis-je, très intrigué. Ma remarque tomba dans le vide. Frédéric Larsan, amusé par la démonstration du jeune reporter, répliqua presque immédiatement. « Cher ami, ce n'est pas mal du tout. Vos déductions sont très fines, mais je crois qu'il manque des morceaux à votre puzzle. Avez-vous les preuves de ce que vous avancez? » « Oui, tenez. » Il sortit de sa poche un journal daté du 21 octobre et lut une annonce. Il a été perdu hier dans les grands magasins de la Louve un réticule de satin noir contenant une clé à tête de cuivre. Une forte récompense sera donnée à qui la retrouvera. Écrire poste restante au bureau 40, M-A-T-H-S-N. Ces lettres désignent Mademoiselle Stangerson. M-A-T-H pour Mathilde, puisque c'est ainsi qu'elle se prénomme, et S-N sont les lettres du début et de la fin de son nom. « Et quel est le rapport ?» demandai-je, un peu abasourdi. Le voleur a lu l'annonce et a compris à qui appartenait la clé qui lui a donc servi à s'introduire dans le pavillon. J'ai su qu'effectivement, quelqu'un avait répondu à l'annonce de Mademoiselle Stangerson. J'ai questionné l'employé des postes qui a été intrigué par deux faits. C'est un monsieur assez élégant, d'une 50aine d'années, portant un habit sombre, qui est venu apporter une réponse à l'annonce de Mademoiselle Stangerson. Puis, lorsque cette dernière est venue chercher la lettre, le 23 octobre, elle l'a froissée dans ses mains, d'un air dépité, et l'a mise dans son sac. « Je crois, cher ami, que vos conjectures sont un peu trop audacieuses. J'ai, moi aussi, de nouveaux éléments à notre enquête. Le mouchoir, le béret et les souliers grossiers appartiennent tous à une même personne, au père Jacques. » « Le père Jacques? Vous plaisantez. Vous n'allez tout de même pas insinuer que le père Jacques... » « Non, non, rassurez-vous, monsieur Sinclair, je ne sauterai pas sur une solution si facile. Je crois que l'assassin est tout simplement un familier de la maison et qu'il pouvait librement circuler dans le château sans éveiller le moindre soupçon et s'emparer ainsi des objets qui appartenaient au père Jacques. C'est simple, non? Et je dirais même qu'il n'y a qu'une seule personne qui ait pu le faire. L'assassin est tout simplement sorti par la porte. » Je peux facilement deviner à qui vous faites allusion, répliqua Rouletabille. Mais si l'on se souvient des témoignages du père Jacques, de M. Stangerson et des concierges, il n'y avait que 4 personnes à vouloir enfoncer la porte de la chambre jaune. Les concierges, le père Jacques et M. Stangerson, qui connaissaient l'assassin, se sont peut-être tus pour éviter un scandale. Mais je dois vous quitter, fit Larsan, et il partit. Je suis de plus en plus confus. Je ne comprends rien à tout cela, et vous me cachez quelque chose, dis-je à Rouletabille. Il y a une multitude de questions auxquelles vous n'avez pas voulu répondre. Comment connaissiez-vous la phrase écrite sur le morceau de papier qu'on a retrouvé dans la chambre jaune? Cela me fait littéralement enrager. Vous avez raison, cher Sinclair. Je n'ai pas été tout à fait honnête avec vous. Le 23 octobre, en qualité de reporter, j'ai assisté à une réception à l'Élysée, où Mademoiselle Stangerson était l'invitée d'honneur.
Elle devait illustrer la théorie de la dissociation de la matière sur laquelle elle travaillait avec son père. J'ai été ébloui par la beauté de cette jeune femme blonde, dont le parfum m'a rappelé un souvenir à la fois douloureux et merveilleux, celui de la mystérieuse dame en noir. Qu'est-ce que vous racontez là? Oui, vous avez raison, ne nous égarons pas. Le parfum de la dame en noir est une autre histoire. Où en étais-je? Ah oui. Après la réception, je l'ai aperçu dans les jardins avec son fiancé, M. Robert Darzac. Et je l'ai entendu prononcer la phrase qui vous a intrigué. Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. Je l'ai vu pleurer, et j'ai aussi vu M. Darzac se mettre en colère, la supplier, puis, quelques instants plus tard, j'ai entendu distinctement Robert Darzac demander à sa fiancée « Me faudra-t-il donc commettre un crime pour vous avoir ?» Vous voyez, cher ami, j'avais une longueur d'avance. Je n'eus pas le temps de répondre, car Frédéric Larsan entra dans la pièce. Excusez-moi, j'avais oublié ma canne.